Henri Spectacle. Culture, potin, showbiz. Je vous rassure, Madame White, qui est présidente directrice générale de Manufacturiers Exportateurs du Québec, je vais vous garder dans votre créneau. Je voyais votre réaction. Merci. Je voyais votre réaction parce que je voulais qu'on prenne le temps de discuter ensemble de ce voyage, de cette mission de M. Legault, des autres premiers ministres également, à Washington cette semaine. Parallèlement à tout ça, il y a Donald Trump qui, encore une fois, a sorti son gros crayon puis a signé d'autres décrets. Cette fois, là, c'est un décret de tarifs douaniers réciproques, là. Ah, il est obsédé par le déséquilibre et le déficit commercial. D'entrée de jeu, Madame White, quel bilan vous faites de la visite de M. Legault cette semaine à Washington? Je pense que c'était une visite qui était nécessaire, qui était importante. Le fait d'aller à Washington, de parler aux associations d'affaires, de parler à des gens de la Maison-Blanche, c'est intéressant. On a des choses à mettre de l'avant, le Québec, pour se passer à travers la crise. Maintenant, c'est sûr que comme plusieurs, j'ai été un peu préoccupée quand il a parlé de concessions potentielles sur certains secteurs. Est-ce qu'il a fait une erreur en dévoilant son jeu comme ça, selon vous? Je dirais pas une erreur parce que j'ai pas eu de précision encore assez claire là, du côté du gouvernement. Mais ce que je dirais, c'est que il est tôt pour faire des concessions. On n'est pas là. Quand on entre dans une négociation, on est avant le 4 mars, on essaie de convaincre les gens. C'est pas le temps de dire tout de suite on va mettre sur la table des secteurs aussi importants que l'aéronautique pour l'économie québécoise ou l'aluminium. Maintenant, je comprends que M. Legault a toujours dit que tout était sur la table et ça, je le comprends bien. Donc, je pense que c'est un peu dans cet esprit-là qu'il devait faire cette déclaration-là. Maintenant, je suis contente qu'on renligne un peu le message. Pour moi, c'est important qu'on sauve ces emplois-là, puis qu'on sauve ces secteurs-là parce que c'est des centaines de milliers d'emplois au Québec qui en dépendent. Mais là, parallèlement à tout ça, l'horloge continue de tourner, là. Ah, il reste une vingtaine de jours avant l'espèce d'échéancier, le sursis qu'on a eu de Donald Trump. Ensuite, on sera frappé par potentiellement une deuxième vague de tarifs à compter du 12 mars, des tarifs qu'il impose à tout le monde. Là, il y a ce qu'il a signé également hier sur les tarifs douaniers réciproques. Quel est le pouls du milieu du marché en ce moment qui doit naviguer dans toute cette incertitude-là? Évidemment, l'incertitude, des fois, c'est pire qu'une mauvaise nouvelle. Hein. Des fois, on est mieux de savoir la vérité, puis de passer, puis de se préparer et d'être en mode de solution plutôt que juste d'être en mode attente. C'est un peu ça le sentiment généralisé aujourd'hui. C'est sûr que les entreprises, depuis le mois de décembre, se préparent à différents plans. Ils ont des scénarios A, B, C, D en fonction de ce qui se passe. Il y a des plans de contingence, de la cession de risque qui est faite. Donc, plus ça avance dans le temps, plus, par exemple, on a mis sur pause des projets d'investissement, on attend de prendre des décisions. Tout ça, ça fait un contexte un peu morose pour l'économie. Mais plus ça avance dans le temps aussi, plus il va falloir prendre des décisions parce que les liquidités deviennent peut-être un petit peu plus difficiles à avoir. Donc, on est quand même dans un moment difficile. Pour plusieurs entreprises, ça sera pas juste le 4 mars là, que ça va se décider. Les enjeux de liquidité se vivent déjà là actuellement. Qu'en est-il de l'idée qui avait été mise de l'avant? Des fois, en politique, réfléchir tout haut, c'est pas toujours une bonne idée, là, mais d'imposer des tarifs à l'exportation. Et que là, ça va favoriser, par exemple, les entreprises à se tourner vers de nouveaux marchés. Comment ça a été reçu? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la place publique. Ça fait qu'on essaie de pas réagir à tout. Hein. Des entrepreneurs, vous savez, ça a la tête froide et ça garde le cap vers les choses. Je pense qu'il faut, l'idée de diversifier les marchés, de vendre moins aux États-Unis, c'est louable. Il faut faire les efforts en ce sens-là. Mais c'est pas non plus une solution à court terme pour la majorité des manufacturiers. Il y a des enjeux. Le marché américain est très grand. On n'est pas capable de remplacer un marché aussi important par sa taille rapidement. D'exporter, par exemple, vers l'Europe, c'est bien. On a des accords de libre-échange, c'est vrai, mais si on n'a pas de clients, si on n'a pas fait de démarchage, si on connaît pas les entreprises là-bas, il y a beaucoup de travail à faire pour y arriver. C'est des solutions plus je dirais, à moyen, long terme et pour certains produits. Je donne toujours l'exemple, une pièce d'avion, ça peut prendre 4 ans à se faire certifier. Ça fait que de changer de marché, c'est pas juste d'aller trouver un fournisseur qui veut l'acheter, puis de faire des démarches, là. Ça prend de la certification et c'est ça dans d'autres produits aussi. Donc, c'est pas une solution si simple, mais c'est surtout pas une solution à
très court terme pour donner de l'air aux entreprises. Il faut le voir de cette façon-là. Donc, oui à la diversification des marchés, mais peut-être dans une vision un petit peu plus moyen terme, je dirais. Quand on parcourt les décrets signés par Trump, notamment celui d'hier, on s'aperçoit que, bon, il a une nouvelle lubie, là, c'est la TPS. Dans votre esprit, est-ce une barrière tarifaire, une barrière commerciale? Non, les États ont le droit d'imposer des taxes. Là, je pense que ça fait partie de notre système fiscal canadien. Et il y a d'autres choses dans d'autres systèmes fiscaux. Ça fait partie on est un pays souverain qui a le droit de choisir certains éléments. Je pense que ce que ce décret-là démontre, par exemple, c'est que les motivations de M. Trump sur la mise en place des tarifs initiaux, là, le premier 25% qu'il nous a annoncé, vont beaucoup plus loin que le fentanyl et la frontière, les éléments qui étaient initialement mis de l'avant. Donc, le problème est beaucoup plus grand là, que ça, est beaucoup plus complexe. Nous, on le voit parce qu'on le travaille au jour le jour avec les gouvernements, mais pour la population, c'était peut-être pas évident à voir. Là, on va mettre de l'argent aux frontières, ça va régler le problème. Non, la vision de M. Trump est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe que ça et sur beaucoup plus d'éléments. Mais c'est clair, sa vision, c'est de rapatrier du manufacturé aux États-Unis, de s'assurer que les entreprises, ce qu'on appelle, excusez-moi mon anglicisme, du reshoring et qui ramène des emplois. Donc, il faut être capable de le voir, puis il faut être capable de se préparer à ça. Pas juste pour le 4 mars, là, mais pour les 4 prochaines années. On n'a pas fini après le 4 mars. Là. Il risque d'avoir d'autres surprises. Donc, il faut stabiliser notre environnement d'affaires puis soutenir les entreprises de la bonne façon à travers. D'ici justement au 4 mars, quelles sont vos attentes, notamment envers Québec, envers Ottawa, sur les actions à poser là, dans le dernier droit? Je pense qu'il faut qu'on continue à faire les démarches qui sont faites actuellement à la fois à Québec et à Ottawa auprès de l'administration américaine et des Américains. C'est nécessaire, c'est important. Et on ne pourra pas s'en passer. On l'a vu, là, on a eu un sursis. C'est probablement à cause de certaines démarches qui ont été faites. M. Trump ne le dira pas comme ça. Mais c'est parce qu'il y a des effets de ce qui est en cours actuellement. Maintenant, du côté des gouvernements, je m'attends à deux choses. Un, qu'ils soient prêts à annoncer très rapidement des programmes d'aide d'urgence pour les entreprises. Ça, c'est la première chose. On a eu du temps pour se préparer. Mes discussions dans ce sens-là vont bien. Je pense qu'ils vont être prêts et que dès le 4-5 mars, il y aura des annonces qui seront faites. Je pense aussi, au-delà de l'aide d'urgence, il faut qu'ils soient prêts à injecter très rapidement de l'argent dans tout ce qui est innovation là. Puis là, ça a l'air des fois quand je parle de ça, là, je comprends que pour la population, ça peut avoir l'air un peu loin dans le débat, mais c'est important là, tu sais, tout ce qui est automatisation, acheter des robots, mettre des systèmes informatiques, tout ce qui va améliorer notre productivité, c'est vraiment important d'accélérer ça si on veut être capable d'éviter du reshoring vers les États-Unis. Et la dernière chose, c'est pour le gouvernement fédéral. On le sait qu'il va y avoir une nouvelle liste de mesures de représailles qui sera publiée, qui va faire mal. Ça fait qu'on va avoir une période de consultation. On s'attend à ce qu'ils nous écoutent, parce que si on se nuit encore plus que les tarifs initiaux avec la liste de représailles, on sera pas bien avancé. Et 100% de l'argent qui sera ramassé par les mesures de représailles doit aller dans les entreprises pour soutenir les entreprises qui sont directement touchées. C'est essentiel si on veut passer à travers la crise. Julie White, présidente directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Merci pour votre point de vue. Merci.